C'est une région tranquille, connue pour son lac et ses montagnes. Dans ce lycée réputé de la ville, le 18 mars dernier, plusieurs lycéens finissent aux urgences, après avoir fumé un joint dans la cour de l'école. Parmi eux, celle que nous appellerons Julie. Elle a 15 ans. Elle s'est évanouie après la première bouffée de ce qu'elle pensait être un joint classique. Je tire une lunette et puis c'est vraiment monté jusqu'au cerveau et de là c'est parti vraiment en bas. Je voyais comme une sorte de quadrillage mais qui s'arrêtait jamais. Et ma vision, elle était complètement, je voyais très flou. Il y a même des moments où je voyais j'avais un petit peu des hallucinations, je pense. Je voyais un petit peu les arbres en violet. Je me disais, tu vas jamais sortir de cet état et je vais rester perchée toute ma vie, en fait. Franchement, sur le coup, j'ai eu peur de moi. Julie a consommé du cannabis de synthèse. Plus fort, plus addictif, plus dangereux que le cannabis naturel. Elle est prise en charge par les pompiers quand sa mère arrive sur les lieux. C'est tout qui se mêle, la colère, la peine, la peur. Mais surtout, elle était très très pâle et quand elle a ouvert ses yeux, elle s'est mise tout de suite à pleurer. Et ce qui m'a choquée, c'est qu'elle a les yeux très bleus et que là, elle avait les yeux tout noirs. Il n'y avait plus du tout de coloration. C'était une pupille complètement dilatée. Et le premier truc qu'elle m'a dit, c'est « Pardon, je vais mourir, je vais mourir ». Julie passe quelques jours à l'hôpital en observation. Sa mère se renseigne sur ce cannabis de synthèse et se rend compte que cette substance est légale en France. On peut en vendre et en acheter comme on veut. En tant que parent, on se pose beaucoup de questions, oui. On s'est beaucoup renseigné parce que ça nous a interpellés. Il y a eu des morts dans beaucoup de pays. Sur Internet, la mère de Julie découvre des vidéos sur les effets ravageurs des nouvelles drogues de synthèse. Ici, aux États-Unis, un adolescent en plein délire, filmé par des policiers. Cet étudiant qui fait une crise 20 minutes après avoir fumé du cannabis de synthèse. Ces drogues arrivent en France en 2008 dans le milieu de la musique électro. Considérées d'abord comme des molécules de recherche destinées à l'industrie pharmaceutique, elles échappent à la législation sur les stupéfiants. Vendues sur Internet, elles sont 4 fois moins chères que les drogues classiques. Les sites font même des promos et proposent un service client. Les colis sont acheminés par la poste, comme pour n'importe quel achat sur la toile. À Annecy, au lendemain de l'intoxication des 6 lycéens par du cannabis de synthèse, une enquête est ouverte. Le procureur Éric Maillot se rend compte que le dealer s'est approvisionné sur Internet. Il s'agit d'une jeune fille de 15 ans qui a utilisé la carte bleue de sa mère pour organiser son trafic dans différents lycées de la ville. Elle recevait directement une herbe imprégnée, mais conditionnée dans un emballage relativement important. Et ensuite, elle défaisait cet emballage et conditionnait dans des petits sachets au format sachet de thé ce produit avec l'herbe et elle le dispatchait en sachet de quelques grammes qu'elle revendait ensuite. Et comme elle avait un produit plus fort et un produit plus léger, elle avait même collé des petites pastilles, en fait un smiley, souriant sur le sachet correspondant au produit le plus léger et un smiley grimaçant sur le sachet le plus important. Il y avait donc également une politique de présentation, une véritable politique commerciale. L'adolescente a créé une vraie petite entreprise qui génère plus de 1 000 € de bénéfices par mois. Elle est mise en examen pour administration de substances nuisibles et risque 2 ans de prison. Mais pour son avocate, maître Anne-Laure Chazan, elle n'a rien commis de mal en commercialisant une drogue légale.
Quand vous allez sur le site internet, le site est rouge et orange, il y a un petit personnage de manga, il y a beaucoup de choses qui appellent à l'enfance et qui donnent envie aux jeunes, qui donnent confiance aux jeunes. Et quand vous voyez les packagings sont extrêmement colorés, ils ont l'impression de fumer du bonbon. Ma cliente a été naïve et a pensé que ce qu'elle faisait était entraîner des conséquences limitées. Voilà, elle pensait juste acheter du cannabis légal. Pour pouvoir la poursuivre en justice, le procureur a dû contourner les textes. Donc pour interdire un produit, soit on interdit certains types de molécules, mais qui peuvent avoir une utilité nécessaire en matière médicale, scientifique ou médicamenteuse, donc on ne peut pas les interdire. Et donc c'est en fait effectivement extrêmement compliqué de pouvoir interdire ces drogues de synthèse au fur et à mesure de leur apparition sur le marché. Donc le législateur a un peu contourné cette difficulté en sanctionnant la commercialisation, le trafic d'un produit présenté comme ayant les effets d'une drogue, je dirais classique, cannabis, héroïne, cocaïne. L'État tente aussi de lutter contre la prolifération de ces nouvelles drogues en les interceptant là où elles arrivent. Ici, à Roissy, au service des douanes. Dans ce hangar, transitent plus de 9 millions de plis chaque mois. Les douaniers en interceptent 60 000, c'est moins de 1%. Un contrôle plus qu'aléatoire. Pascal Metzger est dans ce service depuis 35 ans. Voilà, on les voit arriver avec la sélection du jour. Les douaniers contrôlent de petites enveloppes. Ils utilisent leur odorat pour repérer les drogues classiques. Ils essayent de masquer l'odeur, oui. Avec quoi? Du parfum ou du café, souvent. Oh là là. Et là, ça peut être une variété différente, parce qu'il l'a mis à part, apparemment. Peut-être une qualité autre. Ouais, c'est pareil, ouais. Pour les drogues de synthèse, c'est le toucher qui est déterminant et le fait de savoir si la substance est légale ou pas. On constate, c'est que les destinataires, donc les acheteurs, il y en a partout en France. Il n'y a pas de région privilégiée. Des petits villages, des grandes villes, ça va partout. Sur cette table, Pascal Metzger nous montre les dernières prises de la semaine. Des drogues de synthèse, sous toutes les formes et toutes les couleurs. Certaines sont illégales, elles sont alors confisquées puis détruites, mais aucune poursuite judiciaire n'est engagée envers l'expéditeur ou le destinataire. Là, c'est un envoi de la poste qu'on a contrôlé. Dedans, il y a un DVD. Ça arrive très souvent qu'on ait des choses, des DVD normaux, ou bien un boîtier qui sert pour protéger quelque chose, et dedans, il y a ça. Pascal Metzger a fait analyser ces deux substances. Et voici le résultat. Alors, les deux produits sont des cannabinoïdes de synthèse, donc en fait des cannabis chimiques, mais qui ne sont pas repris sur la liste des produits stupéfiants. Donc, ils ne sont pas classés stupéfiants. Donc, ils ne sont pas interdits. Et donc, ils sont autorisés. Voilà. Et donc, vous allez les renvoyer. Donc, on va les laisser passer. On va reconditionner, puis on va le redonner à la poste qui va l'acheminer jusqu'au destinataire. Pour que les douanes puissent confisquer plus, les drogues doivent être identifiées et interdites plus rapidement. Ici, en plein cœur de Paris, au laboratoire des douanes sont traquées toutes les nouvelles substances. Frédéric Saltron tente de les identifier dès qu'elles sont sur le marché. Une course contre la montre engagée contre les fabricants. Frédéric, je vous ai amené, on a une poudre, c'est probablement une nouvelle drogue, parce qu'il n'y a rien de marqué dessus, donc faites la préparation s'il vous plaît, et puis on va voir si c'est connu ou inconnu. L'ingénieur chimiste pile tout d'abord la substance, avant d'en prélever un petit échantillon qu'il place dans cette fiole. L'échantillon est ensuite analysé par cet appareil, un chromatographe qui permet d'identifier les différentes molécules qui le composent.
Alors, ça donne quoi, finalement? Connu ou inconnu? Alors après analyse, on a un pic principal Ouais. qui paraît inconnu. Bah merci, c'est bon. Inconnu. En un an, 50 nouvelles drogues de synthèse ont été identifiées ici. Car dès qu'une nouvelle molécule est interdite, les fabricants changent légèrement sa formule pour échapper à la législation. Ces nouvelles molécules, elles apparaissent régulièrement à partir de structures connues qui sont légèrement modifiées, donc il y a énormément de possibilités. Et donc il faut s'adapter très très vite, il faut toujours être capable de trouver les nouvelles molécules, informer et ensuite empêcher ce type de molécules d'atteindre des populations qui potentiellement pourraient les consommer. Le temps de classification des substances joue en faveur des fabricants. Car même une fois identifiées, ces drogues mettent plusieurs mois à être classées comme stupéfiants par le ministère de la Santé. Et pourtant, ces substances qui ressemblent à des bonbons inoffensifs sont bien plus nocives que les drogues traditionnelles. Dimitri n'en a pas vraiment conscience. Cet étudiant de 23 ans reçoit une fois par semaine ce type de colis. Et il assume totalement sa consommation légale. C'est un peu difficile d'ouvrir. Vous voyez, le paquet est vraiment comme tous les autres paquets. C'est complètement anonyme. On ne pourrait jamais se douter qu'il y a qu'il y a une drogue à l'intérieur. Tout ce que vous voyez en marron, là, c'est légal. Ça, c'est supposé être de la coke. Ça serait comme du speed, donc des amphétamines. Et il y voit encore un autre avantage. Je préfère les recevoir chez moi plutôt que d'aller en métro dans une cité pour aller toper de la coke dont on ne sait rien. Moi, je préfère. Dimitri est en pleine illusion. Il pense pouvoir contrôler totalement sa consommation. Ce qu'il ignore encore, c'est que ces substances sont très addictives, plus encore que les drogues traditionnelles. Dans cet hôpital parisien, une unité spécifique pour les addictions a été créée. Depuis 5 ans, elle accueille de plus en plus d'accros aux drogues de synthèse. Richard en fait partie. Il est juriste de formation. Il a découvert les nouvelles drogues sur le tard à 45 ans. Il est devenu totalement accro en moins de 3 mois. Une consommation quotidienne d'une nouvelle drogue qui imite les effets des amphétamines. Mais on n'imagine pas à quel point on va devenir prisonnier. Et là, j'ai pas fini. C'est-à-dire que à moins d'1 an sans consommation, on n'est toujours pas sauvé. Et je ne serai jamais sauvé de moi-même. Je n'imaginais pas que ce serait aussi dur. 2 fois par semaine, Bonjour. Richard consulte. Ce matin, il fait le point sur sa consommation avec le docteur Laurent Carilla, psychiatre, spécialiste des addictions. Quels ont été les effets négatifs avec les produits de synthèse que vous avez consommés? À un moment donné, je n'ai plus de revenus. Ça veut dire que je vide mes comptes bancaires pour pouvoir m'offrir les substances. Ça veut dire que je perds mes amis, je perds ma famille et que j'arrive à un moment donné dans un état grave. C'est elle qui a gagné. Cette substance est plus forte que La vous. substance est vachement plus forte. C'est quoi les signes de descente chez vous? Un stress et une angoisse monumentale. Un repli sur son corps. Vous devenez parano. Et vous perdez le contrôle et c'est exponentiel. C'est-à-dire que vous sentez le palpitant accéléré et à un moment donné, c'est plus le palpitant que vous sentez accéléré. C'est que vous n'arrivez plus à respirer. J'ai vécu des signes cardiaques énormes, c'est-à-dire que je me suis vu mourir. Des propos que le docteur Carilla entend de plus en plus fréquemment sur les effets ravageurs des drogues de synthèse. Les gens qu'on voit arriver en consultation ont des gros problèmes avec ces substances, ont des gros problèmes de consommation avec des conséquences, et avec des conséquences, on va dire, pas classiques en fait. C'est-à-dire que ça fait très peu de temps qu'ils consomment et ils ont déjà fait des accidents ou des incidents qui les ont emmenés aux urgences, voire en réanimation. Pour certaines substances, les gens consomment chez eux seuls, de manière compulsive, rapide, ils épuisent le stock qu'ils ont. Et les commandes sont simples, visiblement. Enfin, Internet facilite un peu les choses, on peut être livré à la maison, et c'est un vrai problème, en fait. En France, 1 jeune sur 8 aurait déjà testé ces nouvelles drogues. Là, c'est mis dans le désordre avec les mauvais mots, J'étais tellement...
Le 23 mai dernier, Mathieu et Théo, 2 élèves de terminale, attendent le début des cours quand l'un de leurs amis s'effondre devant eux. Où se trouvent les persos détectés, ça soit fait. Ça s'est passé où? Ici, là. Là, je vois mon pote étalé au sol. Comme ça, tout crispé, allongé, tout contracté, franchement, tout blanc. J'essaie d'aller voir un petit peu ses pupilles et je vois ses pupilles dilatées, presque à me voir en reflet dans ses yeux. Et c'est là que je vois que il est vraiment inconscient. La lèvre qui se contracte, des convulsions, il bavait, plus possible de parler. De le voir comme ça à terre. Et vous avez cru qu'il pourrait en mourir? Oui, vraiment. Sur le coup, ouais. On s'est dit, c'est soit on agit, soit personne ne le fera et il va y rester. Juste avant de s'écrouler, leur ami avait tiré une bouffée sur une cigarette électronique. À l'intérieur, une drogue de synthèse en vogue chez les élèves de ce lycée d'Abbeville, dans la Somme. Ça, de toute façon, il y avait pas de doute là-dessus. Ça pouvait être que du PTC. On se baladait dans le lycée, on entendait PTC. J'allais fumer ma clope au coin fumeur, j'entendais PTC. Ça circule vraiment abondamment depuis 1 mois et demi. PTC, autrement dit, pète ton crâne. Un produit illégal vendu comme du cannabis à vapoter. Mathieu et Théo préviennent les pompiers qui transportent leur ami à l'hôpital. L'infirmière de triage, Stéphanie, juge son état très préoccupant. Le pouls, il était à plus de 130. Donc effectivement, un cœur qui bat très vite comme ça, il peut aussi s'arrêter dans la foulée. Donc il avait des convulsions, il avait un trouble de la conscience. Donc ça veut dire qu'au niveau du cerveau, il y a aussi un problème. Donc on le met rapidement en salle de déchocage. C'est-à-dire quoi, le déchocage? Déchocage, c'est là où l'état de santé peut se dégrader rapidement. Donc il y a de quoi le scoper, de quoi le réanimer en cas de mort qui pourrait arriver suite à cette prise de drogue. Voilà, ça va aller, monsieur? L'état de l'adolescent se stabilise en quelques heures. Maintenant, il est parti. Selon Michel Nourry, le chef des urgences, le jeune homme n'est pas le premier à débarquer avec le même type de symptômes. Depuis le 16 mai jusqu'à aujourd'hui, on a reçu 6 gamins. C'est quand même inquiétant, non? C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. On ne s'attend pas à avoir des signes comme ça à 16 et 17 ans. Ces signes-là, on le voit que chez les toxicomènes. Comment un produit aussi dévastateur est-il arrivé au lycée d'Abbeville? Adrien, 16 ans, est un élève gros consommateur de cannabis quand il en entend parler il y a 1 an. J'étais au lycée avec un ami à moi et il avait sa cigarette électronique et je fume à ce moment-là le joint. Et il m'a parlé du PTC qui était apparemment beaucoup plus puissant. Et donc par curiosité, j'ai essayé, j'ai fumé quelques barres et j'ai tout de suite été très très loin. J'étais un peu aussi comme dans un dessin animé, je voyais des choses, enfin vraiment c'était très puissant. Au printemps 2023, Adrien en consomme à nouveau. Les effets sont encore plus inquiétants. On en a mis dans notre cigarette électronique et on a fumé une barre, une taf. Et tout de suite, on était vraiment très mal, enfin, on était lourd, on voyait flou, on était dans un état franchement pitoyable. Mais le pire, c'est le lendemain, le sevrage, quand on fume pas. On est en gros manque, on se sent pas bien, on délire totalement. Le temps, il passait ultra lentement, j'ai l'impression qu'une journée en faisait 3. J'ai pas pu dormir ni manger pendant 1 semaine. Ma mère qui me voyait ne me reconnaissait plus, j'étais un zombie quoi. Le truc, c'est qu'on était obligé d'en avoir pour pouvoir manger, pour pouvoir dormir et pour pouvoir vivre à peu près normalement. Franchement, j'ai jamais vu un truc aussi addictif. Des effets loin de ceux du cannabis. Qu'y a-t-il dans ce liquide que les lycéens vapotent entre eux? À Abbeville, Julien Dugrospré est éducateur dans une association de prévention de la toxicomanie. Quand des consommateurs lui parlent de ce nouveau produit, dès 2019, il décide de le faire analyser. Dans les molécules retrouvées via les analyses, en fait, on en a toujours une qui est quasiment identique. En gros, c'est la 5-FMDMB Pinaca. C'est une molécule de synthèse, voilà, ça porte bien son nom, un cannabinoïde de synthèse, rien de naturel, molécule créée par l'homme.
Sauf que forcément, vu que c'est pas naturel, ça n'aura pas les effets escomptés, ça serait même plus fort. Et en fait, ça change régulièrement. On n'a jamais rien de fixe, donc c'est-à-dire que là, peut-être que celle-ci, elle y est, et peut-être que sur les analyses qu'on fera courant 2023, peut-être que ça sera peut-être plus cette molécule-là déjà. Fin 2022, un autre échantillon de PTC récupéré dans la Somme à Amiens révélait déjà d'autres molécules de synthèse, notamment la butinaca. Une recherche simple permet d'en trouver sous forme de poudre à la vente sur Internet, depuis les Pays-Bas. Sur d'autres sites, des internautes échangent des conseils pour cuisiner ces molécules et les conditionner sous forme liquide. Des chimistes, souvent amateurs. J'ai mélangé à froid 1 gramme. J'ai mis mon thermomètre à caramel, un vrai de pâtissier, dans le bécher, et j'ai mis ce bécher sur une plaque chauffante. Une fabrication artisanale et donc sans doute des dosages très aléatoires. À Abbeville, Adrien explique qu'il se fournissait en PTC auprès de petits dealers de la région, très jeunes, contactés sur les réseaux sociaux. On parle sur Snap au gars, on lui demande s'il peut nous faire un petit truc, et puis il disait oui, vas-y, passe. Il sort de chez lui, il arrive, il remplit notre fiole avec sa grosse fiole, et il repart. Enfin, on donne les sous, il repart, et voilà. Et ça vaut combien 10 millilitres, 10 €. Du cannabis, moi, je pouvais dépenser jusqu'à 30 € par jour, alors que le PTC, c'était 20 par semaine plutôt. Une défonce pas chère et peut-être une fabrication locale. Le dealer d'Adrien, celui qui a vendu le PTC le plus puissant, vit près d'Amiens et lui a affirmé qu'il a assisté à la fabrication du produit. La Somme n'est pas le seul département touché. Normandie, Gironde, Hautes-Pyrénées. Ces dernières années, des cannabis de synthèse ont provoqué des malaises dans des établissements scolaires à travers toute la France. Ils s'appellent PTC ou Boudablou. Mais la plupart des parents ignorent tout de ce produit avant que leur enfant soit victime. Pas de traitement. Le PTC... Comme Patricia et Jérôme, la belle-mère et le père d'un des 6 jeunes hospitalisés à Abbeville. Il était vraiment blanc, les yeux encore, on va dire, explosés, quoi. Il m'a dit, j'ai eu très peur. J'ai dit, tu sais, ça peut amener... ça aurait pu mal se finir, quoi. Et il m'a dit, oui, je sais. Il m'a dit, l'infirmière me l'a dit. Nous, il nous dit qu'ils étaient 3. Donc lui, plus 2 personnes, avec 2 cigarettes identiques, 2 cigarettes électroniques identiques. Et ils lui ont dit que c'était des nouveaux parfums. Donc, est-ce qu'il a voulu essayer le nouveau parfum? Il pensait que c'était une cigarette normale, quoi. C'était une cigarette électronique normale. Et non, c'était une cigarette qui avait du PTC dedans, quoi. Volontaire ou non, la consommation de PTC a valu à leur fils une exclusion de 3 jours du lycée. La grand-mère de l'ado qui a convulsé devant ses amis, Cathy, a pris elle-même la décision de le retirer de l'établissement. Désolé, s'il n'y a pas de surveillance, moi si je mets mon gamin à l'école, c'est pour avoir confiance. C'est pour lui, ses études, et non pour le retrouver dans un état second à l'hôpital, quoi. Je me suis dit, mais tu te rends compte, t'aurais pu perdre ton gamin, quoi. Je vais vous dire, pour que je pleure, c'est vraiment que c'était dur. De le voir dans cet état-là, c'était dur. Très, très dur. Et je suis allé au lycée, j'ai interrogé tous les jeunes pour savoir qui. Mais bon, bien sûr, personne. On a vu votre petit-fils tomber, mais on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. Bon. Début juin, le lycée donne à Cathy le nom de celui qui aurait apporté la cigarette électronique dans l'établissement. La grand-mère porte plainte contre lui. Qui comprennent ce qui peut se passer, où il y a des convulsions, où tu peux faire un arrêt cardiaque, où tu peux faire un AVC. Donc le gamin, il fait un arrêt cardiaque, il est mort. Il fait un AVC, il est handicapé ou des problèmes de santé plus tard. Non. Non, faut penser aux gamins. Moi, j'ai 7 petits-enfants, je veux pas que ça leur arrive, quoi. Les policiers d'Abbeville ont récupéré les prélèvements sanguins et urinaires des lycéens hospitalisés pour procéder à des analyses
mais n'ont pas encore entendu les adolescents. C'est bon. Hop. Accro au cannabis, Viens t'installer. Alexandre, 22 ans, est suivi depuis près d'1 mois dans cette unité. Voilà, donc je souhaitais te voir aujourd'hui, qu'on puisse refaire un petit point sur comment tu vas déjà. Tous les lundis, il commence par un débrief de son week-end avec Cathy, l'infirmière. Je me réveille assez tard. Alexandre avait réussi à tenir 2 semaines sans fumer de joint. Mais samedi soir, il a craqué. J'ai toujours des opportunités pour fumer, mais en plus, là, il y avait la finale de la Ligue des Champions. Je me suis dit, je me fumerais bien un joint devant en même temps. Mais parce que ça fait partie peut-être des vieilles habitudes Voilà, de c'est ce ça, que tu faisais avant. Je me dis, bon, voilà, c'est sûr. Mais tu avais acheté? C'est ça, j'ai acheté un petit truc. Enfin, comme je vous le dis, là, ce week-end, j'ai eu 1 gramme d'herbe tout le week-end. Donc, Tu as eu, c'est-à-dire j'ai eu. J'ai acheté. Oui, j'ai acheté. Ouais. Tu l'as pas trouvé? Non, je l'ai pas trouvé. 4 jours. Sur une soirée? Oui, je m'en suis gardé un le dimanche. C'est très compliqué de revenir à une consommation contrôlée quand on n'a pas complètement arrêté. Parce que là, t'es toujours dedans, parce que t'as vraiment arrêté récemment. Donc ton cerveau, il est toujours rempli de tout ça. Ouais. D'accord. Face à lui, l'infirmière ne juge pas, ne sanctionne pas. Parce que là, cette semaine, justement... Ici, l'équipe soignante tente d'abord de créer une relation de confiance. Ça va? Ouais. Oh, ouais. Car nous ne sommes pas dans un centre de désintoxication classique, ni dans un service de sevrage, mais dans une unité unique en France dédiée aux jeunes addicts. Ici, les adolescents sont tous volontaires pour se soigner, et ils rentrent chez eux chaque soir. Accros à l'alcool, au cannabis, à la cocaïne, parfois aux jeux vidéo, ils ont entre 16 et 23 ans et sont pris en charge sur une durée de 6 mois en moyenne. Si je suis avec des amis qui consomment, je suis très tentée. Qu'est-ce que vous pouvez faire à l'instant T? Encadrés par des médecins et des psychologues, ils enchaînent groupes de parole et ateliers, comme ces exercices cognitifs. 7, 3, 8, 1. 10, 3. Pour travailler la mémoire et la concentration, mise à mal par des années de consommation. 5, 1. Cet accompagnement est entièrement remboursé par la sécurité sociale. L'objectif n'est pas seulement de se sevrer, mais de se construire un nouveau cadre de vie, sans drogue. En apparence bien dans sa peau, Simon revient de loin. À 21 ans, il a testé presque toutes les drogues et a passé les 8 dernières années à fumer quotidiennement du cannabis. Et bien le travail. Merci Simon, tu as bien travaillé, effectivement. Chaque semaine, comme tous les patients, il doit se soumettre à un test urinaire pour détecter les traces de stupéfiants. Malgré le rapport de confiance, l'équipe soignante a besoin de savoir précisément où chacun en est de sa consommation. Moi, je me suis jamais senti fliqué, j'ai toujours trouvé ça logique en fait, sinon je vois pas comment ils peuvent faire leur travail. Simon est soigné ici depuis 7 mois. 7 mois sans un seul joint. Pour lui, c'est une victoire. Avant, le jeune homme pouvait en fumer jusqu'à 15 par jour. Isolé et déprimé, il n'allait plus à l'école. Renvoyé de plusieurs collèges, il n'a jamais terminé sa classe de seconde. L'impact de l'addiction sur sa vie, Simon en a pris conscience ici, notamment grâce aux thérapies de groupe. C'est un peu en fait, finalement, tu te retrouves à te battre contre toi-même. Pour, au niveau de tes envies, de tes émotions, de ton corps qui t'es pas à l'aise, quoi, avec et puis toute ta personne, quoi. Ouais. Et puis ça fait pour la plupart d'entre vous des mois, voire souvent quand même plus des années de consommation quotidienne. Ouais. Et effectivement, d'un coup, vivre sans. Ouais, ça paraît. Bah, tu perds tous tes repères. Tu perds tes repères. Tu comprends plus rien et ton corps et ton esprit ne font que demander du produit. Et donc, du coup, c'est horrible.
Alexandre, le nouvel arrivant, qui a craqué le week-end dernier, vit mal les effets du manque. Comment dire, quand on est au début du sevrage, on a des on a des petits trucs physiques. Hein. Enfin, voilà, on est un peu à cran, le sommeil est compliqué au début. Et après quelques jours déjà, au niveau physique, ça passe un peu. Et après, c'est mental, mais je vous en reparlerai quand j'aurai expérimenté. 20% des jeunes volontaires abandonnent l'hôpital de jour dans les premières semaines. Alexandre, lui, a décidé de s'accrocher, mais son sevrage s'accompagne de crises d'angoisse. C'est la molécule que tu prends, toi. Pour s'apaiser, il prend des anxiolytiques, prescrits par la psychiatre de l'unité. En début de sevrage, presque tous les patients sont sous traitement, une prise de médicaments extrêmement contrôlée. C'est plus simple aussi pour nous de voir ce que tout le monde prend, voilà, et qu'il n'y ait pas non plus de mésusage à ce niveau-là. Au niveau des médicaments, il pourrait y en avoir. Adolescent très anxieux, Jérémy a fumé du cannabis pendant 2 ans. Tu as besoin de 1. Croyant que la drogue pourrait l'aider à aller mieux. Mais ses angoisses n'ont fait qu'augmenter. L'exercice là, t'as pas trop détendu finalement. Ah si, mais j'étais angoissé de balle. T'en as besoin en ce moment, matin, midi et soir. Mais pourquoi tu l'as pris ce matin? Parce que je pensais que j'en avais pas besoin et que je voulais pas être fatigué pour le reste de la journée. Et finalement? Je l'ai pris parce que j'étais angoissé. Un traitement aux effets secondaires très lourds. Ouais. J'ai Terralène, Valium, antidépresseur et anti-anxiolytique. Je me demande, tes parents, ils disent quoi? Genre, ils pensent que t'es foncé tout le temps ou ça se passe comment? Devant ma psychiatre, mon daron, il a sorti ce matin. Ouais, mon fils, il a tout le temps les yeux clos et tout, je comprends pas et tout. Et après, la psychiatre, elle lui a dit, mais en fait, il a des doses de médicaments, genre de cheval, en mode. Ah ouais? Ah ouais, gros. Isolés par des mois, voire des années d'addiction, ces jeunes retrouvent le goût d'être ensemble. Les moments de vie commune ont une fonction thérapeutique. À la bouffe. Les repas sont toujours pris en groupe, avec des règles à respecter. Laisse le téléphone. Pas de téléphone, ni de télévision pour inciter les échanges. Suivi depuis 1 an, Hicham a retrouvé un rythme de vie plus structuré. Avant, je faisais pas autant de repas par jour. C'est même, je sais pas comment dire. Se remettre dans un train. Ouais, c'est se remettre dans un train de vie. C'est qu'avant, je me levais, par exemple, je mangeais à 15h, par exemple. Là, aujourd'hui, c'est fixe, c'est par exemple à 12h30. On mange. Il n'y a pas de sel. Cet emploi du temps stable doit leur permettre de reprendre leur marque dans le monde réel. À la fin de la journée, Simon est de nouveau livré à lui-même. Le jeune homme a grandi sans sa mère, décédée quand il avait 3 ans. Depuis qu'il est majeur, il vit seul dans ce studio acheté par son père. Un cadre supérieur qu'il ne voit pas souvent, mais qui subvient à ses besoins. Simon a fumé du cannabis pour la première fois en classe de 5e, avec ses copains d'internat. Sans avoir au départ conscience des risques qu'il prenait. Le cannabis, en fait, ça m'est tombé dessus donc, quand j'avais 13 ans. Et je me suis senti... C'est comme une libération physique et mentale, en fait. La première fois que j'en ai pris, en fait, c'était comme si je me trouvais, en fait, que je me sentais calme, je me sentais apaisé, tout ça, que j'arrivais à, disons, réfléchir. Enfin, je trouvais que j'arrivais à réfléchir plus calmement, plus posément. Du coup, ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'a, du jour au lendemain, ça m'a, disons, changé un peu la vie. Au début, c'est quelque chose que tu trouves en fait génial au début, mais du coup t'abuses et ça devient un fardeau. Au bout d'un moment, ça devient un gros boulet. Très rapidement, tout son argent de poche y passe, jusqu'à 500 € par mois. Il va aussi faire pousser de l'herbe chez lui pour satisfaire ses besoins croissants. T'as besoin de rien d'autre et du coup, tu te retrouves chez toi en permanence, tu n'as plus besoin de voir personne, tu n'as plus besoin de faire rien, en bref, que juste tant que tu as fumé, c'est bon.
Puis sur le long terme, non, ça marche pas. J'ai pas envie de me retrouver à 40 piges et à me dire j'ai raté 20 ans de ma vie à cause de ça et être bloqué là-dedans. Donc, c'est en fait, tu te réveilles un matin et puis tu te rends compte que juste ça marche pas en fait. Après des mois d'abstinence, Simon est sûr d'être sevré. Pourtant, derrière son ordinateur, il a gardé le kit complet du fumeur de joint. C'est des cigarettes, des feuilles, du tabac. Il y a même un peu de cannabis, je pense, si on cherche bien. Quelque part, là. Même après des mois de prise en charge, ces jeunes ont souvent du mal à faire le deuil des produits. Pour combler ce vide et leur faire découvrir d'autres occupations, l'unité organise régulièrement des sorties. Nous sommes à une 60aine de kilomètres de l'hôpital. C'est-à-dire j'en ai fait sur selle, normal, j'ai pas trop aimé. Simon et les autres patients vont passer la journée dans ce centre équestre. Au contact des chevaux, ils réapprennent à se faire confiance et à faire confiance aux autres. Alors ça a été arrosé et hercé rien que pour vous. Donc, mets des petits coups dans son ventre. Voilà. Et reste assis en arrière, toi. Voilà. Allez. Et respire. Respire. Très souvent, ils ne s'aiment pas, ils n'aiment pas leur corps, ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Et cette activité en particulier, quand même, qui est compliquée, permet de les voir se détendre, se décontracter. Il veut pas partir, mon poney. Alors ça, je m'y attendais un peu. Donc quand tu demandes un truc, allez poteau, serre avec tes jambes. Regarde où tu veux aller, Léo. Allez, voilà, toi, tu veux juste faire le tour de la peau. Ah, voilà. Tu serres avec tes deux jambes. Si ça répond pas, tu serres plus fort, jusqu'à ce qu'il marche. Allez. Et regarde où tu veux aller. Avance un peu tes mains. Hop, et tu vas t'avant. Voilà, et assieds-toi doucement. À 17 ans, Hugo est l'un des plus jeunes patients du groupe. Aussi l'un des plus accros. Avant d'arriver dans l'unité, il a passé des mois enfermé dans sa chambre à fumer du cannabis avec une pipe à eau. Jusqu'à 60 doses par jour. Il avait perdu 15 kilos et souffrait de troubles psychotiques. Une perte de contact avec la réalité. Moi, ça m'occupe, ça m'évite, on va dire, de consommer. Et puis, c'est une occupation. Puis, je sais pas, ça détend, on va dire, un peu, c'est apaisant, le fait d'être avec les animaux, pour moi. Du coup, ça m'apaise, ça me détend. En fait, c'est comme le volant de ta voiture, il faut doser. Si tu veux qu'elle tourne juste un peu, t'amènes juste un peu tes mains. Ok, super, avance et tu peux faire un arrêt. Bonjour. C'est sa mère qui l'a poussé à intégrer l'unité il y a 3 mois. Aujourd'hui, ils ont tous deux rendez-vous avec une des psychiatres. Hugo va mieux, mais l'équipe médicale estime qu'il faut continuer les soins. Même si dans le cas d'un patient mineur, rien ne se décide sans l'accord des parents, le médecin demande d'abord son avis à Hugo. Nous, on se posait la question de consolider les choses un petit peu avec une semaine en plus d'hôpital de jour, pour faire le point. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu serais d'accord ou pas? Pas trop, non. Non. Pas vraiment. Et alors, pourquoi tu veux pas? Parce que je ressens plus le besoin d'être dans la structure, maintenant, là, cette semaine, j'avais un peu du désintérêt pour les groupes, puisque ça commençait un peu à me saouler. Moi, il me faut un petit peu plus de temps. On est d'accord que ça a été facile. Mais il y a des moments où ça va être compliqué. Non, j'ai la volonté, donc moi j'ai le mental, je suis un peu plus solide et tout. Non, ça sert à rien de me dire ça. Pour moi, je sais que je vais pas craquer. C'est encore 4 jours. Ouais, mais non, pour moi, 4 jours, c'est trop. Il y a des moments. C'est trop, et du coup, c'est les 4 derniers jours, non? On va stopper certains traitements. Je suis désolé, ça se fait comme ça. Je veux dire. En fait, c'est pas contre toi, c'est pour toi. Parce que là, c'est contre mon avis et tout. Je trouve ça un peu dégoûtant, quoi. Le fait que t'es mineur, du coup, t'as pas le choix. Non. Quand bien même t'aurais eu 18 ans, moi perso, ça change rien, quoi. Hugo veut surtout rentrer chez lui, à 200 km d'ici. Depuis le divorce de ses parents il y a 4 ans, il vit avec son père et ne voit sa mère qu'une fois par semaine. Quand elle a découvert son addiction il y a quelques mois, elle s'est beaucoup rapprochée de lui. Elle fait de son mieux, quoi. Du coup, je peux que être content et un peu fier d'elle, parce que c'était pas forcément facile. Du coup, je sais pas, elle a du mérite. Puis elle joue un rôle important, et ça, c'est un peu un pilier, quoi, ici, parce que du coup, je
pouvais plus consommer. Ouais, non, enfin, elle était là pour moi, quoi. C'était un peu comme avant, quand j'étais tout petit, qu'on avait notre relation fusionnelle. C'est de se retrouver puis être là pour moi. Et c'est vrai qu'on sent que ça vous émeut beaucoup quand on dit ça. Hein. Ça s'attendait pas à ça. Ce sont pas des délinquants, ce sont pas de mauvais enfants. Enfin, je le sais, quand il est juste encadré, c'est un gamin qui va bien. C'est un gamin qui va bien. Maintenant, vous le laissez tout seul, eh ben, il gère comme il peut, petit bouchon. Et c'est... Ben oui, c'est une bouille d'amour. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Et ils sont nombreux comme ça. Avant sa prise en charge ici, Hugo a consulté 2 psychologues et un psychiatre. Il est passé par 2 autres centres de soins sans réussir à s'arrêter. Un parcours du combattant pour sa mère, qui s'en veut pourtant de ne pas avoir réagi plus tôt. Cette culpabilité, beaucoup de parents de jeunes addicts la partagent. Il fait du mal aux gens et... Une fois par mois, ils se réunissent avec l'équipe soignante. Et c'est vrai qu'on fait le constat de toutes ces années qui ont pu emmener notre fils là où il en est. Mais le matin, au réveil, c'est la boule au ventre. Et ça, c'est quelque chose qu'on concerne. Je gère pas. Je pense que ce qu'il y a au début, c'est aussi la culpabilité. Donc, se dire on va faire des choses pour soi alors que son enfant va mal, pour le moment, c'est pas possible. Et nous, souvent, on vous dit, il ne faut pas hésiter aussi à pouvoir vous ressourcer, vous pouvoir aussi prendre des distances par rapport à tout ça. Parce qu'on sait que vous êtes un peu souvent en première ligne, et pouvoir à un moment donné dire j'ai aussi besoin de mon temps à moi, j'ai aussi besoin de pouvoir être à distance de tout ça, parce que ça vous demande beaucoup d'énergie. C'est bien, on n'est pas tout seul, et puis on sait qu'on est tous là pour la même chose, mais pour le coup, il n'y a pas de tabou. Avec les amis, ça peut être compliqué, il y a le regard extérieur. Là, on sait qu'il n'y a pas de regard extérieur, on est tous là pour la même chose. Son fils, Hugo, a finalement accepté de rester une semaine de plus, à contre-cœur. À l'inverse, d'autres patients n'ont pas du tout hâte de quitter l'hôpital. Simon en est à son 8e mois. Il a complètement arrêté de fumer du cannabis, mais il n'a toujours pas de projet pour préparer sa sortie. Ce qui inquiète Geneviève Lafaille, la responsable de l'unité. On arrive à une phase où ça commence à stagner. Ouais. Ça commence à stagner depuis un certain temps. T'as intégré l'hôpital de jour dans ton quotidien, mais tu t'en saisis pas forcément comme d'un support actuellement pour essayer de mettre en place des choses à l'extérieur. Ouais, c'est vrai que c'est devenu une routine un peu pour moi, l'hôpital de jour, qui est un peu, disons, réconfortant. Je reste un peu sur mes acquis dans mon petit cocon et j'ai tendance à aimer être à l'aise avec ça. Enfin, il faut que je trouve un truc stable à faire maintenant dehors, mais c'est facile de le dire, mais de essayer de le faire vraiment, c'est plus compliqué. Pour forcer Simon à se prendre en main, l'équipe a décidé d'arrêter sa prise en charge quotidienne en hôpital de jour. Il ne viendra plus qu'une fois par semaine pour voir sa psychologue et sa psychiatre. À leur sortie, 2 patients sur 3 n'arrivent pas à décrocher complètement de leur addiction. Mais 1 sur 3 atteint cet objectif tant désiré, devenir abstinent.